Il y en a un qui, je veux dire, qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui est quand même très intelligent, très observant, mais quand ça commence à dérailler, enfin, il ne sait plus ce qu'il fait, quoi. Hein. C'est-à-dire que il faut que tout rentre dans son cadre. Hein. Et si par exemple, un jour, j'étais pas là, mais je sais pas, il y a un frère qui s'est levé de table pour chercher je sais pas quoi, il était à côté de lui, il l'a plaqué à terre. Alors, évidemment, les frères ont téléphoné à la psychologue clinicienne. Bon, moi je suis rentré le soir, et puis tout de suite, on m'a dit, ah, voilà ce qui s'est passé à midi, etc. J'ai appelé le frère, j'ai dit, demain tu pars dans l'autre prieuré. C'est la seule manière, hein. Tu pars dans l'autre prieuré, donc comme ça on est un peu tranquille. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, oui, il faut que j'arrête de penser que je dois faire le travail du prieur, quoi. Et puis la psychologue m'a encore dit, dès qu'il voit, c'est pareil, si on rentre avec une coule un peu mal mise, eh ben, il va sortir, il va y aller, il va nous remettre à plomb. On avait mis une table d'une manière, il dit non, c'est pas comme ça, il va la changer et puis la remettre à sa place. Hein? Sa maladie? Ah, bon, j'ai pas eu. Je sais pas, c'est peut-être un peu bip, je sais pas très bien. Il est traité au lithium. Hein, donc c'est bipolarité, mais. Hein? Oui, non, mais bien sûr. Ah oui, il y a des maladies, non, et puis bon, je sais pas trop. Mais il a de toute façon, le psychiatre m'a dit, il a tous les effets secondaires des médicaments, comment vous le traitez? Bah parce que, enfin, il a pourtant eu des hospitalisations avec des forts traitements, mais là actuellement, bon, comme disent les infirmières, bon, il a fait baisser son traitement par le psychiatre, mais c'est vrai que ça fait des mois qu'il est à peu près tranquille, donc soyons contents comme ça. Hein. Hein. Mais autrement, c'est un des plus observants. Hein. Et puis, une certaine intelligence, bon, enfin oui, il a été au séminaire, il a pété les plombs, autant que je me souvienne, parce qu'il est là depuis 89, il a fait la séminaire, puis il a été envoyé en coopération, et si j'ai bien compris, c'est quand il a eu les vaccins. Il a réagi au vaccin, et une allergie, quoi. Enfin, il y avait un milieu, je pense qu'il y avait un milieu familial favorable à ce genre. Mais pour le moment, vous n'avez que les communautés d'hommes. Oui. Alors, le père, notre fondateur, qui était toujours plein d'idées, et puis à qui venaient beaucoup de cas difficiles, on a eu à un moment 2 communautés de femmes qui ne pouvaient pas faire partie de la congrégation, mais qui étaient en lien avec nous. Et puis, aucune n'a tenu le choc, si on peut dire. Et puis, je vois, on est en lien, et puis vous connaissez peut-être les bénédictines de Jésus crucifié à Brou-sur-Chantraine, c'est tout près, Brou-sur-Chantraine. Hein. Et elles sont je veux dire que ça a été ouvert avant la guerre de 40, je pense, mais c'est les bénédictines, mais elles, c'est uniquement l'handicap, la maladie physique, uniquement, même pas des dépressifs, même pas des épileptiques. Hein. Alors, c'est vrai que, bon, c'est pas évident. Hein, même les épileptiques, moi on en a eu plusieurs et on a encore plusieurs. L'épilepsie, il y a des choses aussi, enfin c'est l'épilepsie, c'est neurologique qu'il faut faire quand même. Est-ce qu'il y a une proportion de frères qui sont bien portants dans les communautés? Ah oui. Alors il y a des communautés, les sacraments, les sœurs aveugles qui étaient à rue d'Enfer-Rochereau, là, hein, je crois qu'elle prenait une aveugle quand, dans les mêmes temps, se présentait une voyante, si on peut dire, ou une malvoyante. Le père Louis n'a jamais fait de calcul comme ça. Alors, le résultat, c'est qu'en fait, je vous dis, j'ai jamais osé compter
le nombre de frères qui n'ont pas un traitement dans la congrégation. Mais je pourrais presque les compter sur les doigts de la main. Lesquels? Ah ben oui, on encourage. Oui, parce que quelquefois il y a eu un article dans un journal chrétien, mais un magazine, et la journaliste n'avait pas compris. Elle avait mis à Poiron, on n'accepte que les malades. Alors on a dit. Alors, non, on met toujours, on encourage, même encore, il y a eu un article dans l'OCH là, qui a fait Ombre et Lumière a fait un numéro avec un dossier spécial sur handicap et vie consacrée. Et il y a deux de nos frères qui ont témoigné. Hein. Et le père Guy Marie Fort, là, mon économe général et prieur d'Évian, a témoigné que lui était en bonne santé, mais que si on n'avait pas de gens en bonne santé, c'était difficile d'encadrer, quoi. Hein. Et donc il encourageait. Enfin bon, c'est vrai que c'est on le dit, on le dit tout le temps. En fait, chez nous, il y a deux vocations pour tous. Hein. Il y a la vocation à la vie monastique et la vocation à vivre avec des malades. Parce que même entre malades, c'est pas forcément évident. Hein. Et c'est vrai que certains de nos frères malades, il y en a un qui me disait ça en particulier, puis qui n'a pas pu rester d'ailleurs parce qu'il était trop fragile, il me disait, moi je voudrais être dans un milieu de bien portant. Parce que c'est trop. Quel travail il y a au monastère alors? Ben, le travail, oui, c'est-à-dire quand le père Guy, lui, il était tout à fait père de Foucault, donc il disait il faut qu'on vive du travail de nos mains. Enfin bon, les premières années, il n'y avait pas l'allocation handicapé adulte, hein. Et donc, je veux dire, c'était un peu là, il me disait, c'était l'âge d'or. Mais les frères ne disaient pas forcément la même chose. Parce que lui, il se contentait de faire. En fait, ils avaient monté avec l'autre frère là, des ateliers d'artisanat, on faisait des émaux, des états. À ce moment-là, on collait des images sur des supports de bois, donc ça faisait des icônes sur bois, et on faisait des expositions. Alors ça a marché à peu près jusqu'aux années 90. Et là, on s'est aperçu que, d'une part, faire les expositions, c'était pas toujours facile, et puis d'autre part, ça se voulait plus, quoi. Hein. Donc, quand le noviciat a été changé de place, le prieur général nous a dit, faites quelque chose qui se mange. Hein. Donc, à Martigny, c'est à côté de où était le noviciat à ce moment-là, à côté de Dieppe, on a fait des pâtes de fruits. Mais en fait, c'est un atelier occupationnel. Hein. Parce que, encore, ça marche mieux maintenant, parce qu'on a un frère qui gère l'affaire. Mais quand c'était les novices, il fallait 6 mois pour les former, et puis au bout de 6 mois, ils devaient former un autre. Hein. Alors, c'était pas tellement. Hein. Vous parliez d'atelier de bois, tout ça, c'est à Évian, alors. Oui, c'est-à-dire que le père Guy Marie s'est adressé à Monastique. Et Monastique lui a dit, il y a les paniers de Saint-Malo, les entrepreneurs veulent partir en retraite et ils cèdent leur entreprise. Et donc, ils ont tout ramené à Évian depuis Saint-Malo et ils les ont formés. Hein. Mais là encore, ça repose beaucoup sur le père Guy Marie, parce qu'il y a la fabrication, il y a des machines, tout ça, on ne peut pas mettre n'importe qui à des machines qui sont dangereuses. Hein. Donc il y a des opérations, ça va, mais il y a des opérations, puis il y a concevoir d'autres modèles de paniers, et puis il y a la commercialisation. Alors ils ont un site, ils font de la vente par ligne, mais ils sont obligés de faire quelquefois des marchés, c'est pas, tout le monde ne peut pas aller faire des marchés, et puis au point de vue apport financier, par rapport au travail que ça demande, enfin le père Guy Marie dit, au moins les frères sont occupés. Mais bon, je vois à Croix-Rouge, moi, quand j'ai été élu en 2008, j'étais maître des novices, donc il a fallu que la charge passe à un autre. Mais j'ai dit, écoutez, laissez-moi un peu à Martigny, il faut d'abord que j'apprenne le métier. Si en plus de ça, il faut que je change de maison, attendez un peu. Puis comme il n'y avait pas d'autres prêtres, je suis resté. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé un autre prêtre à l'échange, donc je suis revenu à la maison mère. Mais quand je suis arrivé à Croix-Rouge, j'ai dit, il faut qu'on monte un atelier, tous ces frères qui sont là. Mais on a monté un atelier de gâteaux, mais c'était toujours les mêmes. Hein. Et puis, les frères n'étaient pas motivés, parce que ça fait des années qu'ils se sont pris dans leur petit
train-train, et puis je me suis aperçu que les frères vieillissaient un peu, et puis une fois qu'ils ont leur petit rythme, on n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure. Hein. Ils me disent non, je peux pas faire plus, Hein. Alors, ou ce frère qui me dit, au noviciat, c'est vrai, tu vas au jardin, on va au jardin. Hein. Mais après, au bout de quelques années, on va jouer au jardin, oui. C'est plus difficile. Hein. Oui, c'est un potager. Alors on a un frère qui fait le potager à merveille, hein, mais il a 82 ans. Hein. Alors je dis au frère, oui. Est-ce qu'on ne peut pas changer les constitutions de la communauté? Parce que pour moi, ça me paraît absolument fou d'avoir autant de malades que de bien portants. Je pense qu'il faudra avoir 3 ou 4 bien portants qui, à la rigueur, prennent un malade. Mais autrement, ça devient mieux. Ah oui, tout à fait. Mais c'est pas marqué dans nos constitutions. Il n'y a nulle part marqué. Oui, alors, l'évêque du lieu, le précédent nous a fait déjà fermer les maisons. Mais, oui, mais disons que depuis quelques années, c'est certain que nous sommes plus restrictifs pour l'entrée. Non pas par une volonté de restreindre, mais parce que le bilan de personnalité fait un barrage. Hein. Et en même temps, le fait qu'on est regroupé, parce qu'au point de départ, mais je ne sais pas, parce que j'ai du mal à trouver à mettre des postulants, j'ai du mal à trouver à mettre des novices. Alors, quand ils étaient formés dans tous les prieurés, on y arrivait. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que chaque prieuré formait à sa manière. Hein, enfin, à sa manière. Pas forcément mauvaise, mais chaque prieur a un peu son idée de la vie monastique, et puis voilà. Hein. Donc on a regroupé tout. Hein. Et alors c'est vrai qu'on a moins les effectifs sont moins importants, mais c'est vrai que là, on a 4 novices en ce moment. Hein. J'ai eu des nouvelles récentes, je vais y aller dans 15 jours. Sur les 4, il semble, mais il faut que j'aille voir, et puis que, là encore, entre les rumeurs, tout ça, il faut voir sur place. Hein. Mais il semble qu'il n'y ait qu'un sur 4 qui tiennent la route, quoi. Hein. Et les 4 postulants qu'on a à Évian, 3 sont, ont des problématiques psychiques. 2 ont des problématiques psychiques. L'un, assez lourd, mais quand même il a travaillé. Hein. Il a fait travailler aussi. Ça me semble viable. Hein. L'autre est en bonne santé. On ne sait pas comment ça se fait qu'il est arrivé là. Et puis le 4e a un gros problème physique. Hein. Enfin, qui nécessite une opération par an. Hein, il a un problème des voies urinaires. C'est un truc. Alors, c'est difficile, hein, vous savez, c'est difficile de dire non. Hein. C'est difficile de dire non, et puis... oui, mais on n'a jamais eu cet équilibre. Oui, c'est une question de survie aussi. Il faut que... Oui, hein, alors, bien sûr, hein, oui. Hein? Moi, ça me fait plus peur qu'autre chose. Hein. Ah oui. Parce que j'ai peut-être un peu noirci le tableau. Dites-nous comment vous arrivez à ce... Oui, attendez, oui. Hein? Avant un problème de sélection, est-ce que vous n'aurez pas, comme beaucoup de congrégations, en fait un problème de vocation? Oui, alors, d'abord, je pense effectivement que le problème de vocation se faisait moins sentir chez nous, mais il se fait sentir, il commence à se faire sentir. Hein. Des appels, on en a toujours. Hein. Moi, j'en ai toujours, et toujours. Mais je m'aperçois que, à peu près tout le temps, c'est des personnes qui ont des problèmes psychiques. Donc, maintenant, on met la barre haute. Hein. C'est-à-dire que, on ne dit pas non, mais on dit si vous voulez, on leur demande à tous, faites un séjour pour découvrir la vie monastique, parce que souvent ils nous sont envoyés par les monastères. Vous avez un traitement, on ne peut pas vous accueillir, allez à Poiron. Hein.
mois d'essai à Évian. Si ça marche, vous repartez chez vous, hein, et puis vous revenez ou vous faites votre mois d'essai au moment du bilan de personnalité. La psychologue vient, elle est de Toulouse, donc elle va pas, elle vient, bon, elle est de Toulouse, mais elle se déplace beaucoup. Et puis il y a chacun a son psychiatre, hein, quand c'est sur place. Hein. Mais disons qu'elle vient pour les bilans de personnalité avec sa collègue. Elle vient toujours au mois d'avril parce qu'il faut fixer une... Et puis donc elle fait ça très sérieusement parce qu'elle voit les personnes, et puis après elle retourne travailler chez elle avec sa collègue, et elle rend la copie au candidat 3 mois après. Bon, ils sont tous comme ça avant de passer devant elle, quand même. Hein? Alors, bon, en général, elle les rassure très vite. Hein? Parce que nous, on essaye de leur dire, c'est pas pour vous éliminer, c'est pas un truc comme ça, mais c'est simplement pour voir si vos attentes correspondent à ce que vous trouverez chez nous. Hein? Et après, donc, elle rend la copie, et si ils signent tous les deux. Hein, si lui, parce que quelquefois il y a des choses avec lesquelles il ne peut pas être d'accord, que la personne peut, donc elle peut rectifier quelquefois, et puis quelquefois elle me fait une version confidentielle pour moi. Hein, hein. Et après cela, j'attends l'avis de la communauté du postulat, l'avis du maître des postulats, ce qu'on appelle les lettres testimoniales, c'est partout, hein, c'est-à-dire que quand on entre au séminaire, quand on entre dans une communauté religieuse, on demande des lettres de personnes qui ont connu la personne avant. Hein. Et après, je décide ou non de l'entrée au postulat. Mais l'entrée au postulat, ce n'est pas le bâton de maréchal. Hein. Il y a 1 an de postulat, et après, si ça marche, il y a le noviciat qui dure 1 an et demi. Après cela, on a 6 ans de vœux temporaires. Et pour certains cas, on a l'oblature simple, qui est simplement des promesses annuelles, hein, c'est-à-dire qui n'engage que la congrégation. Et bon, par exemple, j'ai un frère qui est vraiment, bon, que j'apprécie beaucoup, hein, mais son psychiatre et son psychologue nous avaient dit, sa mère était tout à fait d'accord avec ce truc-là, il ne sera jamais stabilisé complètement par le traitement. Ça veut dire que c'est un schizophrène et qu'il a un peu la maladie de la persécution. Hein. Bon, on l'a accepté après un certain temps, mais il est oblat simple. C'est-à-dire qu'il renouvelle tous les ans ses promesses. Et il est là depuis 2000, enfin il a fait le postulat, 2006, moi il est 2007, on l'a gardé au noviciat parce qu'il se plaisait bien et tout ça. Je veux dire qu'on a eu simplement 3 ou 4, quelques éclats. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il croit qu'on est venu dans sa chambre, qu'on a volé. Hein. Alors bon, il éclate un peu, mais 3 heures après, il vient et puis il me dit « Oh, j'ai eu tort, hein, je me suis trompé. Hein. » Alors je lui dis « Tu sais bien, tu es le plus persécuté du monde. » Alors il me dit « Oui, mais c'est quand même difficile à vivre. » Hein. Non, le postulat est arrivé. Mais le frère là, bon, je veux dire, moi je ne regrette pas de l'avoir accepté. Il y a d'autres frères plus bon, je ne sais pas, il voulait confirmer son oblature, c'est-à-dire qu'il n'est pas renouvelé tous les ans, mais je lui ai dit, non, écoute François, tu es bien comme ça, hein, tu es bien comme ça. S'il y a un problème, tu repars chez... c'est pas... ce serait, à mon avis, on est tous d'accord quand même, la vie de la communauté a été bien sûr, hein, bon, je ne sais pas, bien sûr, ça fait des années qu'on se pose le problème, hein, mais c'est quand même curieux de voir qu'il y a quelques années, on a des réunions de prière chaque année. Hein, et une fois, on a eu une session avec la psychologue, et on a dit comment discerner, on a posé, enfin tout ça, hein, on a posé ça, et il faudra encore le réajuster, hein, mais, et curieusement, les 2 seuls qui ont dit
il ne faut plus accepter d'un malade psychique, c'était 2 qui étaient en bonne santé. Oui, mais c'est 2 qui sont en bonne santé, mais qui ont des problèmes de gouvernement. Parce qu'ils n'ont pas la manière de commander. Non, ils n'ont pas la manière de commander, mais... Non, mais... Oui. On est dans l'année de la vie consacrée, donc on mais est-ce que vous faites quelque chose pour l'année de la vie consacrée? Pour l'année de la vie consacrée, on a dit, on se met dans la pastorale du diocèse. Hein, c'est-à-dire que chaque diocèse organise des choses, ben, on s'y met. Par exemple, nous, l'évêque d'Amiens nous a dit à tous les religieux, hein, je fais partie du conseil de la vie consacrée, il nous a dit contactez les curés, parce que les curés souvent ne savent pas trop ce que c'est que la vie religieuse, hein, et puis dites-leur, on est là, si vous voulez, on peut aller faire un témoignage. Moi, ils ne m'ont pas demandé ça, bien que je les connaisse, parce que je fais partie de la fraternité sacerdotale du secteur, et mais ils m'ont dit de faire un article pour le journal de la paroisse, quoi. Vous suivez la règle de Saint-Benoît? Oui. Non, on suit la règle de Saint-Benoît parce que notre fondateur était profondément bénédictin. Alors, évidemment, on se pose la question, moi-même je me rappelle, dans les années... Oui, mais enfin bon, il y a des chapitres qui ne sont plus... mais je me rappelle, quand j'étais maître des novices, j'ai vu des passages très difficiles. Hein. Heureusement, j'avais un prêtre de vocation tardive, un prêtre, mais qui avait lui-même des problèmes de santé, hein, et puis qui a été un accompagnateur hors pair. Hein. Mais il ne voulait pas de responsabilité. Mais comme il disait, je suis la poubelle du noviciat. C'est-à-dire que les frères, quand ils avaient un problème, il allait confier parce qu'il savait que ça ne sortirait pas. Hein. Mais il savait me dire, attention, tel frère ne va pas bien. Hein. Et à un moment, je lui avais dit, écoutez, père, je ne sais plus ce qu'il faut, je crois qu'il faudrait qu'on abandonne, bien que moi j'ai été formé par la règle de Saint-Benoît, il faudrait qu'on abandonne la règle de Saint-Benoît. Et il m'a dit non. Et lui, il n'avait pas été formé, enfin il s'est formé sur... Il m'a dit non, c'est encore le cadre qui me convient le mieux. Ouais. Parce qu'il est quand même levé à 1h du matin. Non. Chez nous le premier office c'est à 7h15. Le premier office est à 7h15 parce que il y a des frères, bon, je veux dire, il y a des frères qui ont besoin de 10 heures de sommeil et une sieste l'après-midi. Alors, 7h15, ça n'empêche pas la règle, ça n'empêche pas la règle, c'est marqué nulle part qu'il faut se lever à 3h du matin. Hein. Même si c'est valable, mais bon, je veux dire que c'est marqué nul. Enfin si, il y a des chapitres où c'est marqué au milieu de la nuit, bon, ça peut être très tôt, effectivement, mais c'est pas l'essentiel. Hein, c'est pas l'essentiel de la règle. Et bon, c'est vrai que c'est littéralement, on ne l'applique pas. Mais il y a quand même quelque chose qui m'impressionne beaucoup dans la règle de Saint-Benoît, c'est l'attitude de Benoît vis-à-vis des malades. Hein, parce qu'il y a un chapitre, le chapitre 64, il y a 2 chapitres sur l'abbé, 2 et 64, mais il en parle un peu partout. Mais le 64 est une merveille, hein, et il dit cette phrase que j'essaye de rappeler par cœur, que l'abbé modère toute chose de telle manière que les forts désirent faire davantage et que les faibles ne se découragent pas. Ah oui. Ah oui. Et vous arrivez à les faire chanter? Oui. Vous avez une soprano, mais ça devrait les aider. Oui, non, mais ça les aide. Hein. Bon, alors, évidemment que c'est pas solemn. Hein. Parce que... mais bon, ça dépend. On chante sous main, bon, c'est vrai que... Mais à Poirot, par exemple, on a un monsieur de l'extérieur qui vient, pour réviser les chants avec nous, et puis en apprendre de nouveau, quoi. Hein. Vous faites paroisse en même temps Non, Évian fait paroisse parce qu'on a repris un monastère de Clarisse, et elle
faisait déjà l'accueil pour la paroisse, mais je sais pas, ça n'engage pas beaucoup, quoi. Je dirais, les gens viennent à la messe parce que c'est le quartier, puis c'est tout. Et à Bouchot, à côté d'Arles, parce que bon, ça s'est fait comme ça aussi, c'est le quartier, quoi. Hein. Mais on n'a pas de responsabilité pastorale. Hein. Oui. Certaines expressions, comment vous faites pour vous préserver vous-même? Bon, c'est-à-dire que bon, de toute façon, d'abord, il faut avoir, je pense, un bon entourage. Hein. Nous avons la chance d'avoir des amis des prieurés, hein, qui aiment nos prieurés et qui, en même temps, sont quelquefois une aide pour les frères parce qu'ils ont des relations personnelles avec les frères et qui nous aident, par exemple, pour des services de conduite, etc. Quoi, hein. Donc moi personnellement, bon, actuellement, bon, c'est pas l'idéal, mais je n'ai plus de père spirituel parce que le mien vient de décéder. Puis de toute façon, je le voyais une fois par an, parce que bon, je suis un peu par mots et par vous. Mais je suis pas gêné parce qu'on a 2 confesseurs, hein, et puis j'ai au moins 2 laïcs qui sont de très bons conseils. Hein. Un avocat au plat séculier, hein. Et puis, donc, on a une petite commission aussi au niveau de la congrégation, mais une commission informelle, simplement pour avis, composée de la psychologue clinicienne, de 3 religieux et de mon secrétaire qui est un laïc, hein, qui a un autre travail, mais qui fait ça bénévolement enfin, on a un rythme de travail. Et puis, bon, c'est bien qu'on partage normalement une fois par an, et je les appelle quand j'ai besoin pour avoir des conseils. Et puis, bon, je dois dire que je suis, enfin moi, personnellement, je suis prieur général, mais c'est un peu une direction collégiale. Hein. C'est-à-dire que, bon, j'ai des décisions à prendre, mais autant que possible, je veux dire que je les prends avec le conseil. Et maintenant, bon, disons qu'avec Internet, on arrive à se consulter assez rapidement, et puis j'écris, bon, s'il fallait avoir, bon, mon prédécesseur, par contre, n'a pas été suffisamment aidé par ce conseil, hein, pour des raisons bon, personnelles, etc. Hein, bon, c'est quelquefois difficile, hein, la cohabitation entre 5 hommes différents, hein, lui-même était d'une autre culture, etc. Donc c'était un peu difficile. Et il a eu des grosses épreuves, et donc bon, il a quand même été fort éprouvé. Hein. Moi, je me sens davantage soutenu, et puis en particulier, j'ai un assistant général qui a un tempérament tout à fait différent du mien, hein, donc c'est tout à fait complémentaire, quoi. Et il y a l'avantage, c'est que je peux lui dire tout, d'une certaine manière, sans qu'il juge et sans qu'il prenne de décision dans les 5 minutes qui vont suivre. Hein. Il laisse le temps de réfléchir, mais une fois que j'ai dit les choses, ben, c'est plus facile de les vivre. Hein. Et puis il a d'autres difficultés personnelles, hein, d'autres lacunes et tout ça, mais il a un bon jugement et une bonne approche des personnes. Hein. Bon. La journée type, elle est dans la journée type, elle diffère un peu sur les prieurés, hein, parce que chaque prieuré et chaque prieur adapte un peu à la situation locale. Hein. Et puis à la situation des frères aussi qu'il a. Hein. Donc à Croix-Rose, c'est 7h15 l'office de l'Aude. Après, nous avons on a un office de vigile, mais qui est tout simplement facultatif. Mais il se trouve qu'à Croix-Rose, il y a notre jardinier qui est le premier levé et le dernier couché. Donc, bon, alors, on est 2 ou 3 à le réciter, parce qu'en tant que prêtre, je suis tenu à l'office de vigile. Mais je pourrais le réciter n'importe quand, quoi, hein, c'est tout. Alors, tant que je suis en forme, bon, moi, ça me gêne pas. Quoi, hein. Bon, mais l'Aude pour tout le monde, sauf les trop malades, à 7h15, le petit déjeuner. Après, le temps de travail jusqu'à 10h. À 10h, nous avons la lecture spirituelle ou quelquefois une formation, quoi, hein, interne. Et puis, à 11h15, nous avons un autre office, le petit office de tierce, la messe. À 12h15, nous avons l'office de sexe, le repas. Après le repas, alors le repas, c'est 20 minutes de lecture et 10 minutes de récréation. Enfin, on parle, quoi. Hein. Et puis, ensuite, nous avons l'office de nonne, un temps de détente,
et nous reprenons le travail à 2h30 jusqu'à 5h. Mais enfin, avec une nuance, hein. Bon, hein, on n'est pas trop exigeant. Et puis à 5h, c'est le temps encore de lecture spirituelle, quoi. Jusqu'au vêpres à 6h moins le quart, nous arrêtons. Hein. Donc, bon, les frères qui ont besoin, enfin, qui vont là les voir pour avoir les médicaments et puis parler avec elles s'il y a besoin. Et à 7h, nous avons le repas. Après ça, nous avons la vaisselle. Et à 8h20, nous avons le dernier office, l'office de complis. Mais il y a des frères qui ne viennent pas accomplis. Enfin, actuellement, il y en a 2 ou 3 selon les jours. Enfin, 2 tous les jours, et 1, ça dépend un peu de ce qu'il a fait dans la journée, quoi. On est actuellement à Poirot, on est un peu, parce que nos maisons, c'est entre 7 et 12 membres engagés. Hein. Parce que le père Guy, lui, était disciple du père de Foucault, donc il ne voulait pas des grosses maisons, et il pensait que pour des malades, il ne fallait pas de grosses maisons, mais des maisons à taille familiale. Bon, je ne sais pas, mais actuellement, c'est entre 7 et 12 membres engagés. Donc, compte tenu des postulants, des novices qu'il peut y avoir, ou des retraitants et tout ça. Hein. Mais bon, à Poirot, on est 17. Ouais. Est-ce que vous avez songé à prendre des aides bénévoles? Ah oui. Oui. Alors ça, ça nous revient souvent. Ça nous revient souvent parce que j'ai vu, je pense à une communauté où, pour d'autres raisons, on a eu beaucoup à discuter. Et le vicaire général, le vicaire épiscopal était un peu surpris parce qu'il pensait que nous marchions comme l'arche. Hein. Alors, vous savez, l'arche, il y a des assistants et des personnes accueillies. Hein. Mais ça n'a jamais été l'orientation de la maison. On est tous moines. Hein, donc, il n'y a pas des accueillants. Oui, mais comment voulez-vous qu'un salarié entre dans notre structure? C'est difficile. Peut-être que... Alors, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, il y a des aides-soignantes qui viennent aux besoins, pour les toilettes, pour des choses comme ça. On a une cuisinière, salariée, parce que il y a des prieurés où les frères peuvent assumer la cuisine, mais à Poirot, les frères ne peuvent pas assumer la cuisine 7 jours sur 7. Alors, elle habite en face. Et puis en même temps, elle écoute. Hein, c'est un peu la maman. Hein. Hein, et puis, il y a des frères, oui, la plupart de nos salariés, c'est à la cuisine. Hein, c'est là que ça pose un peu des problèmes. Mais il y a à Montaut, par exemple, ils ont l'ADMR. Hein, pour leurs frères âgés, donc l'ADMR et un peu la cuisine pour compléter pour que le cuisinier, le frère cuisinier, ait un moment de répit, quoi. Hein. Alors, on peut essayer de travailler dans ce sens-là, quoi. Hein. Mais l'arche, c'est quand même assez différent. D'abord, vous savez que peut-être que l'arche, tous les ans ou à peu près, ils ont des périodes où ils se posent la question, est-ce qu'on va avoir des assistants pour l'année prochaine? Parce que la plupart des assistants à l'Arche, c'est des jeunes qui viennent passer 1 an. Et après, ils repartent. Parce qu'à l'Arche, il y a très peu d'assistants de longue durée. Très peu. Enfin, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent l'Arche, mais il y en a qui s'engagent, qui font, je ne sais pas, l'engagement, je ne sais plus comment, ils déclarent l'alliance, quelque chose comme ça. Hein. Ils annoncent l'alliance. Non, oui, mais il y a des gens qui s'engagent pour la vie, et la cérémonie, c'est ils annoncent l'alliance. Mais ils en ont peu. Ils en ont peu, hein. Je crois que c'était une volonté hein? Je crois que c'était une volonté interne, de quoi? Ce système. C'est un système comme une règle de l'arche. De quoi? Mais en fait, ce que vous évoquez, vous décrivez. Non. Ce que vous décrivez. Oui. Je pensais que c'était comme une règle de l'arche, et non pas que ce soit un problème. Vous évoquez ça comme non, mais un problème. Non, mais un problème. En ce sens que, ils veulent déjà. Enfin, autant, je ne suis pas. On les connaît assez bien, mais je veux dire, ils veulent des assistants jeunes. Hein. Bon. Et puis, c'est pareil,
je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont à proposer, hein? Ils ont à proposer un pécule, une couverture sociale et un pécule. Bon, il y a des familles, parce qu'il y a des familles, les directeurs sont des familles, mais c'est des familles qui ont quelque chose dans enfin, qui ont aussi une vocation, parce que les familles sont payées un peu comme famille, mais enfin, s'ils sont directeurs, ils ont les exigences d'un directeur d'établissement, mais ils n'en ont pas le salaire, hein, je vais vous dire. Hein, donc c'est un choix vocationnel, même pour les familles. Hein. Donc c'est toujours un peu difficile pour eux. Et puis, bon, ils subsistent par exemple avec des Allemandes, des étrangers. Et des étrangers à beaucoup de filles qui viennent pour se perfectionner en français. Hein? Hein? Par exemple, à la cuisine, vous parlez de la cuisine, mais s'il y a un frère qui arrive, qui veut faire la cuisine, ah ben oui, à Évian, non mais à Évian, par exemple, nous n'avons pas de cuisinière. Et puis, à croire combien de frères sont prêtres? Moi seul. Tout seul. Non, parce que la difficulté, c'est que